enregistrement. Alors, si vous voulez, on va débuter par la prière d'ouverture. Je vais la mettre à l'écran pour que vous puissiez la voir en même temps. Mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du gros livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi, le gros livre, les étapes et surtout avec toi. OK. On a vu, je fais toujours au début de chaque atelier un petit rapport de l'atelier précédent et des ateliers précédents. Dans le fond, au premier atelier, on a vu que l'objectif du gros livre, c'était de montrer de façon précise comment se rétablir. Donc, le gros livre nous donne la recette de la sobriété. Dans le 12-12, les 12 étapes, 12 traditions, ce sont plutôt des explications sur les étapes. Ce n'est pas la façon de les faire. Mais le gros livre, lui, va nous montrer de façon précise comment on va pouvoir se rétablir. Et aussi, il nous donnait dans les premières parties les préfaces et les avant-propos. C'est quoi l'objectif des réunions? Les réunions, eux autres, c'est pour partager notre expérience, notre force et notre espoir afin de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc ça, c'est l'objectif des réunions. L'objectif des réunions, c'est pas de faire les étapes, c'est de partager ensemble. En vue de se rétablir, c'est bien sûr. Ensuite, la semaine dernière, on a vu le chapitre L'opinion d'un médecin. Le médecin, lui, nous a parlé plus de la maladie physique et un peu de la maladie mentale. Il nous a dit que l'alcoolique a un physique aussi anormal que son esprit. Il nous a dit aussi que chez les alcooliques chroniques, c'est-à-dire chronique, c'est simplement une condition qui dure ou se répète longtemps. Chez les alcooliques chroniques, les effets de l'alcool sont une manifestation de type allergique. Et une allergie, ça, je vous ai expliqué ça, on ne trouve pas ça dans le gros livre vraiment, là. Une allergie, c'est une réaction anormale du corps. Pour un alcoolique, la métabolisation de l'alcool ne se fait pas bien. Il peut y avoir des enzymes qui sont déficients qui entraînent une rétention de l'acétone, ce qui donne le craving ou ce qui augmente la soif de plus d'alcool. À chaque verre que tu prends, ton corps en réclame plus parce qu'il ne métabolise pas bien puis qu'il y a un élément qui reste dans le corps qui cause ça. Donc, c'est ça la réaction anormale du corps. Il y a aussi d'autres effets. L'alcool a d'autres effets sur la chimie du cerveau, je n'en parlerai pas trop, mais aussi le fait de prendre de l'alcool régulièrement, puis surtout, ça active beaucoup le centre du plaisir dans le cerveau. Et donc, les circuits de la récompense sont programmés pour réclamer de l'alcool, pour toujours vouloir avoir plus d'alcool. Donc, c'est une des raisons, ça, les circuits de la récompense, c'est au niveau mental. Et ça explique l'insanité de l'alcoolique qui retourne toujours prendre un verre, même s'il sait que c'est pas bon pour lui. Parce que notre cerveau a été déformé par la prise d'alcool. Donc, à la page 30, en chiffre romain, je vais vous ramener là 2 secondes, il nous donne la raison pourquoi les alcooliques boivent. La plupart. Moi, en tout cas, j'ai rarement vu quelqu'un qui buvait parce qu'il était bien dans sa peau. Alors, ce qu'ils nous disent à la page 30 en chiffre romain, l'opinion du médecin, ça, c'est le médecin qui parle. Hommes et femmes boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet produit par l'alcool. L'impression d'évasion. Ça veut dire que je cherche à me sauver de quelque chose. Je veux m'évader. L'impression d'évasion qu'il procure est telle que même si les buveurs admettent son effet nuisible sur la santé, ils ne peuvent plus, après un certain temps, différencier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Est-ce que ça vous ressemble? Oui.
C'est ça. Moi aussi, ça me ressemblait beaucoup. Tu sais, j'avais besoin, j'en étais venue à croire que l'alcool était la solution à mon mal-être intérieur. C'est ça. Donc, je buvais pour m'évader de ce mal-être-là. Je buvais pour geler le mal-être à l'intérieur de moi. Dans ce même paragraphe-là, ils nous disent, un petit peu plus loin, ils disent, vraiment, pour les alcooliques, la vie qu'ils mènent est la seule qui soit normale. Ils sont impatients, irritables et mécontents aussi longtemps qu'ils ne ressentent pas de nouveau cette sensation d'aise et de confort que leur procure quelques verres. Ces verres que d'autres prennent impunément sous leurs yeux. Ça veut dire sans conséquence. Donc, moi, je me reconnais aussi là-dedans. J'étais impatiente, irritable et mécontente tant que je n'avais pas un verre dans le corps. Ça se manifestait surtout quand je revenais de travailler et que j'étais obsédée par le fait qu'enfin, je vais pouvoir boire. Tu sais. Fait que tant que je n'avais pas le verre, là, je n'étais pas capable de fonctionner normalement. Fait que le médecin, à la page 32, en chiffre romain, il nous dit que à la fin, presque à la fin de l'avant-dernier paragraphe ou l'avant-avant-dernier, la dernière ligne, il nous dit « Le seul remède que nous pouvons conseiller est l'abstinence totale. » Donc, l'abstinence totale, ça veut dire pas prendre une goutte d'alcool, puis ça va régler le problème physique, le problème d'allergie. Ça ne règle pas le problème mental. Le problème mental, lui, il va être réglé par la solution que nous propose Alcooliques Anonymes. Puis cette solution-là, c'est une puissance supérieure qui va nous rendre la raison en deuxième étape. On va y arriver, mais on va en reparler tout à l'heure dans l'histoire de Bill. Donc, ça va-tu pour ça? Y a-tu des questions sur ce que je viens de parler là? OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va aller au chapitre L'histoire de Bill à la page 1. Donc, Bill, vous le savez probablement tous, Bill est un de nos fondateurs. Pour ceux qui la petite histoire intéresse, il est né en 1895, puis il est devenu sobre le 11 décembre 1934. Donc, Bill nous raconte son histoire. En premier, il va nous raconter ce qui était avant d'arrêter de boire. OK? Pour lire, je vais demander, il y a Nicole qui s'est offerte. Alors, je te demanderai, Nicole, s'il te plaît, de nous lire la première page. Ouais. Bonsoir, Nicole alcoolique abstinente et en rétablissement pour aujourd'hui. L'histoire de Bill. La fièvre de la guerre était grande dans la petite ville de Nouvelle-Angleterre où, jeune officier, frais et moulu de Plattsburgh, nous avions été cantonnés. Comme nous étions flattés lorsque les notables nous ouvraient la porte de leur maison, nous donnant le sentiment d'être des héros. Tout chantait l'amour, le triomphe, la guerre. Moment sublime, ponctué d'intervalles des plus joyeux. Enfin, je participais à la vie et, au milieu de l'allégresse, j'ai découvert l'alcool pour la première fois. J'avais oublié les sévères mises en garde et les préjugés de ma famille au sujet de l'alcool. Le moment venu, nous sommes embarqués pour là-bas, outre-mer. Comme je m'ennuyais beaucoup, je me suis de nouveau tournée vers l'alcool. Nous avons débarqué en Angleterre. J'ai visité la cathédrale de Winchester. Très ému, je suis allée me promener. Mon attention fut attirée par une épitaphe gravée sur une vieille pierre tombale. C.J., un grenadier du Hampshire, qui passa de vie à trépas parce qu'il buvait trop de bière. On n'oublie pas un bon soldat qu'il meurt par le mousquet ou par le pichet. OK. Donc ici, Bill nous dit qu'il commence son récit avec la fièvre de la guerre, et c'est bien sûr, c'était la guerre de 14-18. Et ça, ce qu'il raconte là, ça se passe en 1918. C'est ça. Donc, il a découvert l'alcool. On voit
qu'il a découvert l'alcool pour la première fois là-bas. Puis en 1918, donc Bill avait, attendez un petit peu, là, si je compte vite, il avait 23 ans. Il a découvert l'alcool pour la première fois. Assez surprenant, n'est-ce pas? Mhm. Et donc, il dit qu'il a donc oublié les sévères mises en garde et les préjugés de sa famille. Puis comme il s'ennuyait beaucoup, quand il était rendu en Angleterre, il s'est de nouveau tourné vers l'alcool. Parce que là, il avait découvert l'alcool, il avait découvert le plaisir qu'il pouvait trouver là-dedans. Fait que ça l'a suivi jusqu'en Angleterre. Donc, il débute son histoire d'alcoolique. Là, il y a du fun encore. Là, c'est la partie, le fun. OK? Et il dit à la page suivante, c'était là, ce qu'il a lu sur l'épitaphe, il dit, c'était là un sinistre avertissement que je n'ai pas su prendre au sérieux. Donc, c'est sûr, parce qu'il aurait peut-être arrêté. À ce moment-là, il aurait peut-être pu arrêter. Il n'avait probablement pas développé l'allergie encore, puis le cerveau contaminé par l'alcool. Mais on va continuer, Nicole, si tu veux, le paragraphe, pas le paragraphe suivant, l'autre paragraphe. J'ai suivi un cours du soir. J'ai suivi un cours du soir en droit et par la suite, j'ai décroché un emploi comme inspecteur dans une société de cautionnement. La course à la réussite était commencée. J'allais prouver au monde entier que j'étais quelqu'un. Mon travail m'a amené à Wall Street et peu à peu, je me suis intéressé au marché des valeurs. Beaucoup y perdaient de l'argent, mais d'autres y faisaient fortune. Pourquoi pas moi? J'ai étudié l'économie et les sciences commerciales en plus du droit. En raison de mon penchant pour l'alcool, j'ai failli échouer à mon cours de droit. Je me suis présenté à l'un des derniers examens trop ivre pour écrire ou même penser. Même si je ne buvais pas encore de façon continue, ma femme s'inquiétait. Nous avions de longues conversations au cours desquelles je tentais de la rassurer en lui disant que les hommes de génie avaient eu leur meilleure idée sous l'effet de l'alcool, que les plus sublimes théories philosophiques étaient nées de la même façon. OK, merci. C'est beau, OK. on va arrêter là pour tout de suite. OK. Ça, les idées qu'il disait à sa femme, ça me fait penser à des excuses d'alcoolique, hein? Exactement. Ouais, c'est ça. Donc là, il est revenu aux États-Unis au printemps de 1919. Donc là, il suit un cours de droit, puis il commence la course à la réussite, puis à la prouver qu'il est à quelqu'un. Tu sais, l'ego est fort. Donc, il a étudié l'économie, mais il a failli échouer parce qu'il buvait beaucoup. On voit encore là la progression. Puis sa femme s'inquiétait, probablement avec raison, même s'il ne buvait pas de façon continue. Donc, il ne buvait peut-être pas tous les jours à ce moment-là, mais il devait exagérer parfois. Donc là, je vais lire juste un petit bout dans le dernier paragraphe de la page. Il dit au milieu du paragraphe, au milieu, à 4 lignes, il dit « Mêlant alcool et spéculation, j'ai commencé à forger l'arme qui un jour se retournerait contre moi comme un boomerang et me réduirait en pièces. » Donc là, avec le recul, il voit que rendu là, il y a plus d'alcool qui rentre un peu, puis je ne suis pas sûr qu'il aurait pu revenir en arrière puis arrêter de boire à ce moment-là. Peut-être qu'il y avait eu une volonté, une motivation suffisante. Donc, il parle à la page 3. On ne lira pas tout. Le deuxième paragraphe, là, il nous parle qu'il a quitté son emploi avec son épouse pour partir à l'aventure sur une motocyclette. Il avait changé dessus une tente des couvertures des vêtements, des annuaires de référence boursière. Parce que là, il allait visiter des entreprises pour voir comment ils étaient gérés, pour savoir, dans le fond, s'ils pouvaient investir dans ces entreprises-là, vu qu'ils s'alignaient vers comme courtier en valeur mobilière. Donc, c'est ça qu'il voulait faire. Il a fait ça pendant 1 an. Puis, il a couvert, dans cette année-là, toute l'Est des États-Unis. Pendant ce temps-là, il envoyait des rapports à Wall Street, à ses amis courtiers, où il devait avoir quelqu'un qui avait suffisamment qui était capable de faire un suivi là-dessus. Donc, quand il est revenu, ça lui a valu un poste d'associé
avec un compte de frais, ce qui est bien utile pour un alcoolique, un compte de frais. Donc, puis aussi, il a vendu des actions, ça lui a permis d'avoir une rentrée de fonds supplémentaire. Donc, il continue au paragraphe suivant, le dernier de la page 3, le début, la première phrase, il dit « Au cours de quelques années qui ont suivi, la chance m'a apporté argent et honneur, il avait réussi. » Donc, ça, pour vous situer dans le temps, peut-être, si ça vous intéresse, ça se passe de 1926 à 1930. Sa période de succès, ça a été sa période de succès avec la bourse. À page 4, il nous dit « La grande vague de prospérité de la fin des années 20 déferlait sur le monde économique. Prendre un verre était devenu une chose importante pour moi et mettait du piquant dans ma vie. » À la fin du paragraphe, il dit aussi « Je m'étais fait une foule d'amis des beaux jours. » Donc, c'est sûr que quand tu bois, tu payes la traite quand tu vas dehors, tu as bien des amis des beaux jours. Hein? Nicole, tu veux-tu lire l'autre paragraphe, ma consommation d'alcool? Oui. Ma consommation d'alcool a augmenté sérieusement. Je buvais continuellement, le jour et presque tous les soirs. Les remontrances de mes amis dégénéraient en dispute et je me suis retrouvée tel un loup solitaire. Il y a eu de nombreuses scènes malheureuses dans notre somptueux appartement. Je n'avais jamais été réellement infidèle à ma femme, car ma loyauté envers elle, parfois aidée par mon état d'extrême d'ébriété, me gardait de ses ennuis. En 1929... Excuse, on va arrêter. Un paragraphe à la fois, ça va mieux. Oui. Donc là, on voit que sa consommation augmente, puis que là, il se retrouve tout seul. Ça fait que les ennuis commencent là. OK? Il commence à avoir des conséquences à sa consommation. Une des conséquences, c'est que les gens ne se tiennent plus trop avec lui parce qu'il doit être déplaisant. Puis en plus, les conséquences, c'est des scènes malheureuses dans l'appartement. C'est sûr que les chicanes sont poignées avec sa femme. Puis l'infidélité, ben jamais réellement infidèle. Ça me fait penser à Clinton, ça. En tout cas, j'ai des doutes, mais c'est moi, ça. Ensuite de ça, le paragraphe suivant, on ne le lira pas au complet, je veux juste vous résumer ça. Il dit en 1929, il y a eu la fièvre du golf. Donc, il allait à la campagne pour jouer au golf. Puis, il dit il tentait de surpasser les exploits de Walter Hagen, qui est un pro du golf. Il dit cependant, l'alcool a cependant pris le dessus plus vite que j'ai pu rattraper Walter. Puis là, il y a comme une autre conséquence, il a commencé à être saisi de tremblements. Moi, ça, je me reconnais dans les tremblements aussi, parce que les tremblements, ça avait commencé, j'avais beaucoup de tremblements la dernière année que je buvais. Puis le golf constituait une occasion de boire tous les jours, tous les soirs. Moi, c'était la fin de semaine, c'était le camping, c'était ça me donnait des occasions de boire tous les jours, puis de commencer plus de bonne heure. Parce que j'avais une petite règle, c'était que quand je travaillais, de toute façon, je ne pouvais pas commencer avant 4h30, j'arrivais à 4h30 chez nous. Fait que, mais la fin de semaine, je me permettais de commencer ça plus de bonne heure. Donc là, on voit que les ennuis ont commencé. Puis en octobre 1929, l'enfer s'est déclenché à la bourse de New York. Il y a eu le crash boursier en 1929, en octobre. Donc, il dit qu'il s'est saoulé durant cette période-là. Puis lui, le matin, il était riche, puis le soir, il était ruiné. Il n'avait plus ses titres qu'il avait à la bourse ne valaient plus rien. Puis il y a des gens dans cette période-là qui se suicidaient. Puis lui, il s'est dit, moi, je ne me suiciderai pas, mais il est retourné au bar pour éviter de ressentir l'inquiétude puis tout ce qui allait avec ça, là, tu sais. Puis pour avoir se vendre des idées d'alcoolique. Il dit à la fin du paragraphe, mais alors, mes amis avaient perdu plusieurs millions, et alors, demain était un autre jour. Mais ça, c'est pas grave. Tout en buvant, je me suis senti envahi à nouveau par la même détermination féroce de gagner que j'avais autrefois. Donc, il s'est procuré du courage liquide. Oui. Tu veux-tu lire l'autre paragraphe, s'il te plaît? Oui. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à un ami de Montréal.
il lui restait encore beaucoup d'argent. Il croyait que je ferais mieux d'aller m'installer au Canada. Le printemps suivant, ma femme et moi avions repris notre train de vie habituel. Je me sentais comme Napoléon au retour de l'île d'Elbe. Pas, pas, pas d'île Sainte-Hélène pour moi, mais l'alcool m'ayant rattrapé, mon généreux ami fut contraint de se séparer de moi. Cette fois, nous allions rester sans argent. Donc, c'est la dernière fois qu'il a vécu dans un luxe relatif. Après ça, ça y a connu la débandade. OK. Continue l'autre paragraphe. Oui, excusez-moi, nous sommes allés vivre chez les parents de ma femme. J'ai trouvé un emploi que j'ai perdu par la suite à cause d'une querelle avec un chauffeur de taxi. Heureusement, personne ne pouvait deviner que pendant 5 ans, j'allais demeurer sans emploi véritable et ne pas me dégriser un seul instant. Ma femme avait trouvé du travail dans un grand magasin et quand elle rentrait le soir à la maison, épuisée, elle me trouvait sous. Chez les courtiers où je traînais, j'étais devenue un indésirable. Mm-hmm. Donc là, pour lui, à partir de ce moment-là, l'alcool, c'est un problème. OK? Il est arrivé chez les parents de sa femme parce que c'est bien sûr, là, il était allé à Montréal, il n'y avait plus d'appartement, sûrement. Donc, quand il revient, il n'y a pas encore d'appartement. Puis comme il ne doit pas avoir grand d'argent de côté, il n'y a pas d'argent pour louer un appartement. Donc, il va vivre chez les parents de sa femme. Puis il n'y aura pas d'emploi véritable pendant 5 ans. Il n'est pas dégrisé pendant 5 ans. Moi, au départ, je ne me reconnaissais pas dans ce genre de consommation-là parce que je n'ai pas bu tant que ça. Mais je me reconnais dans plusieurs autres choses, là. OK. À ce moment-là aussi, il faut dire que à cette période-là, on est rendu au début de 1930. C'est le temps de la prohibition, hein, une prohibition où l'alcool est prohibé. Ils n'ont pas le droit d'avoir les bars sont fermés, ils n'ont pas le droit de vendre d'alcool. Donc, pour s'en procurer, il faut qu'ils fassent des pirouettes. Il faut qu'ils aillent dans des bars clandestins. Excusez-moi, là, je suis rendu, je ne sais pas où. OK. Tu veux-tu lire l'autre? L'alcool n'était désormais plus un luxe, mais une nécessité. 2 et parfois 3 bouteilles de gin contrebande par jour avaient fini par constituer ma ration coutumière. Okay. De temps en temps. C'est beau. Oui. On va arrêter là. C'est ça. Donc, l'alcool est devenu une nécessité. Ça veut dire qu'il il est vraiment alcoolique. Là, tu sais, il ne peut pas s'en passer. Puis, 2-3 bouteilles de gin par jour, c'est pas mal. Il dit dans la page suivante, à la page 6, dans le même paragraphe un peu plus haut, il dit qu'il était, tu sais, au départ, tout à l'heure, on parlait de tremblements, là, c'est des violents tremblements. Puis à la fin du paragraphe, dans la dernière phrase, il dit « Néanmoins, je demeurais convaincu de pouvoir maîtriser la situation et je traversais des périodes de sobriété qui redonnaient espoir à ma femme. » Donc, on voit là qu'il y avait encore l'illusion qu'il pourrait maîtriser ça. Puis, il y avait des périodes de sobriété. Je ne sais pas combien de jours, là, mais il y avait des petites périodes de sobriété. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une anecdote, il ne lui en parle pas là-dedans, là, mais de temps à autre, il signait des promesses dans la Bible familiale. Les Américains ont souvent l'habitude d'écrire dans la Bible familiale leur histoire de famille, les noms des parents, des enfants, tout ça. Puis, lui, c'était des promesses d'arrêter de boire qu'il signait à sa femme dans la Bible familiale. Donc, il dit, la ligne suivante, le paragraphe suivant, les choses se sont détériorées peu à peu. C'est bien sûr. Le créancier hypothécaire a saisi la maison, ma belle-mère est morte, ma femme et mon beau-frère sont tombés malades. Voilà. Mais les choses se sont détériorées pour lui aussi par rapport à sa consommation. Il dit qu'il y a une autre affaire qui est prometteuse qui s'est présentée. Il a fait ce qu'il fallait, sauf que il avait réussi à former un groupe d'acheteurs pour des actions. Il devait toucher une part généreuse des profits. Mais une cuite magistrale m'a fait perdre cette occasion. Donc, une cuite au moment où il allait empocher de l'argent,
Tu sais, c'est ça, un alcoolique. Ça ne peut pas s'empêcher de boire au moment le plus mal choisi qu'il n'y a pas. OK? Alors, ce coup m'a ouvert les yeux. Tu veux-tu continuer ce paragraphe-là, s'il te plaît? Oui. Ce coup m'a ouvert les yeux. Il fallait que ça cesse. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus prendre même un seul verre. J'en avais fini pour toujours. Jusque-là, j'avais fait quantité de belles promesses, mais ma femme a senti, toute heureuse, que j'étais vraiment sérieux cette fois. Effectivement, je l'étais. OK, c'est beau. Oui, Donc, il oui, était sérieux. Il sait qu'il y a un problème, puis qu'il ne faut plus qu'il en prenne, puis il pris la décision de ne plus prendre un seul verre. Il avait fini pour toujours. Puis il était probablement très sincère dans sa décision. OK? Mais, peu de temps après, vas-y. Mhm. Peu de temps après, je suis rentrée ivre à la maison. Je n'avais même pas résisté. Qu'était-il donc arrivé de ma grande résolution? Je n'en avais pas la moindre idée. Je n'y avais même pas pensé. Quelqu'un m'avait tendu un verre et tout bonnement, je l'avais pris. Étais-je fou? Je commençais à me le demander, tant d'inconséquences me semblaient frôler la démence. Mhm. Donc, c'est ça. Il a même pas résisté au premier verre. Et c'était probablement pas prémédité. C'est pas toujours prémédité, une rechute. Tu sais pas quand ton esprit, faussé par l'alcool, va te ramener à boire à nouveau. Tu sais. C'est ça qui est arrivé. Il sait qu'il y a un problème, il n'est pas capable de rester arrêté, il recommence. C'est un vrai alcoolique. OK? Oui. Quelqu'un lui avait tendu un verre et il l'avait pris. C'est tout. Ça ne prend pas plus que ça. Oui. Continue l'autre paragraphe, s'il te plaît. J'ai renouvelé ma résolution et j'ai essayé de nouveau. Après un certain temps, la confiance que j'avais acquise a commencé à faire place à la présomption. Je pouvais tourner le dos au bar et à l'alcool. J'avais désormais ce qu'il fallait. Un jour, je suis entrée dans un café pour téléphoner. En un rien de temps, j'étais au bar, martelant le comptoir en me demandant comment c'était arrivé. À mesure que le whisky me montait à la tête, je me disais que je m'en tirerais mieux la prochaine fois, mais que pour l'instant, il valait mieux prendre un bon coup. Ce que j'ai fait. C'est ça. Donc, ce que ça nous montre là-dedans, c'est admettre que j'ai un problème, ça ne change rien. Décider d'arrêter de boire avec mon propre pouvoir, ça marche habituellement pas. 95% des alcooliques, ça ne marchera pas. Puis lui, ici, il dit qu'il a commencé à faire place, ça a commencé dans sa tête à faire place à la présomption. Donc, il s'est cru bon. Il s'est cru bien, bien bon. Puis, il est trop confiant, dans le fond. Puis, il s'est fié à ses propres forces, dans le fond. C'est ça le problème. Hein? Donc, il a fait une rechute encore là. Alors, il dit, je ne pourrai jamais oublier le remords, l'horreur et le désespoir que j'ai ressenti aux premières lueurs du jour. Moi, je me reconnais là-dedans. L'horreur, le remords des choses que j'ai faites, le remords des choses que je ne me souviens pas, le remords de ne pas être une bonne mère, l'horreur, peut-être moins, mais le désespoir, moi, ça se manifestait par l'envie de mourir que j'avais avec l'alcool. Tu sais. Je savais que je n'étais plus capable de me passer de l'alcool. Puis avec l'alcool, je voulais mourir. Je regardais mon verre et je me disais, je me suicide avec ça, puis c'est correct. Tu sais. Il dit donc, le courage de combattre n'y était tout simplement pas. Je ne l'avais pas moi non plus. Je n'arrivais pas à mettre de l'ordre dans ma tête agitée et j'avais le sentiment terrible d'une catastrophe imminente. Fait que c'est pas un état d'esprit euh, très bon. Puis, qu'est-ce que tu fais quand tu te sens pas bien? Tu bois. Tu bois pour noyer ça. Puis, vers le bas du paragraphe, il dit, il pense au suicide lui aussi. Mais il dit non, pas maintenant. Le gin va arranger les choses. Alors, il a pris 2 bouteilles, puis il est tombé dans l'oubli. L'oubli, le blackout. Tu sais? Il dit, le corps et l'esprit sont de merveilleuses machines car les miens ont résisté à cette agonie pendant 2 autres années.
Parfois, lorsque la terreur et la folie du matin s'emparaient de moi, je voyais de l'argent dans le portefeuille de ma femme. Fait qu'il est rendu dans son bas-fond. On voit là, il a commencé son bas-fond ici, là, dans cette page-là, dans ce qu'il raconte là, c'est son bas-fond. Et pourtant, il va boire encore pendant 2 ans. Tu sais. On est fait fort, on est fait fort. Et il dit à page 8, il dit que la torture, il parle de la torture physique et mentale. Puis les gens craignaient pour sa santé. C'est bien sûr, sa santé mentale. Il dit à la fin du paragraphe, du premier paragraphe, il dit lorsque je buvais, je ne mangeais rien ou presque rien, j'étais 40 livres en dessous de mon poids normal. Fait que même sa santé physique était affectée, rendue là. Tu veux-tu lire le paragraphe suivant, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Grâce à la sollicitude de ma mère et de mon beau-frère médecin, j'ai été admis dans un hôpital reconnu dans tout le pays pour son programme de réhabilitation physique et mentale pour alcooliques. Sous les effets d'un traitement à la belladone, mon esprit s'est éclairci. L'hydrothérapie et de légers exercices m'ont aussi fait du bien. Mieux encore, j'ai connu un médecin compréhensif. Il m'a expliqué que si j'étais incontestablement égoïste et écervelé, j'avais néanmoins été gravement malade, physiquement et mentalement. Donc là, il rentre à l'hôpital pour la première fois. Ça ne sera pas la dernière. Il rentre au mois d'août 1933 à l'hôpital Towns de New York. Donc, le médecin, c'est le docteur Silkworth, qu'on a lu le chapitre L'opinion du médecin, c'est le docteur Silkworth qui parle là. Donc, le médecin lui a expliqué qu'il était malade physiquement et mentalement, comme il nous a expliqué dans le chapitre précédent, L'opinion d'un médecin. Oui. Tu veux-tu lire l'autre paragraphe? Oui. J'ai été quelque peu soulagée d'apprendre que chez les alcooliques, la volonté est étonnamment faible lorsqu'il s'agit de combattre l'alcool, alors que souvent, elle est ferme dans d'autres domaines. Je trouvais enfin une explication à mon comportement incroyablement en désaccord avec mon désir intense de saisir de boire. Comprenant enfin ma condition, je suis parti plein d'espoir. Pendant 3 ou 4 mois, l'optimisme m'a donné des ailes. J'allais en ville régulièrement et j'ai même fait un peu d'argent. La connaissance de soi, voilà où se trouvait sûrement la réponse. Mm-hmm. Donc, quand il dit la volonté est faible lorsqu'il s'agit de combattre l'alcool chez un alcoolique, c'est à cause de ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'esprit a été faussé par la prise d'alcool. J'ai cru que l'alcool était ma solution. J'ai cru que l'alcool était bon pour moi. Puis c'est devenu engravé. C'est comme si c'est engravé dans le cerveau. Alors ça, j'ai pas, personnellement, de mon propre pouvoir, j'ai pas de défense contre ça. Je suis pas capable de changer ça. C'est imprégné dans mon cerveau. OK? Et c'est pour ça, à cause de la partie mentale de la maladie, c'est pour ça que j'ai besoin d'une puissance supérieure pour me rétablir l'alcoolisme, à cause de cette partie-là mentale. Okay? Donc, lui, il croit que là, maintenant qu'il comprend sa condition, il sait pourquoi il peut rester arrêté de boire. Dans le fond, il a commencé à faire sa première étape. Puis, il ne l'a pas fait au complet, là, mais il commence à faire sa première étape. Fait que, tu veux-tu continuer? Juste, oh non, je vais continuer, c'est pas long. Ce n'était pas la bonne réponse, car le jour terrible est venu où j'ai bu de nouveau. Ma santé morale et physique a coulé à pic. Après un certain temps, il est retourné à l'hôpital. Là, on est rendu en juin 1934. Donc là, sa femme, il a eu l'impression que c'était à la fin de tomber du rideau. Il allait mourir d'une défaillance cardiaque au cours d'une crise de délirium tremens, parce que là, il était rendu au délirium tremens, ou bien devenir un cas d'imprégnation éthylique en peut-être moins d'1 an. Bientôt, sa femme devrait se résoudre à se confier aux soins des pompes funèbres à un hôpital psychiatrique.
Donc, il a peur de faire une défaillance cardiaque, il a peur d'être hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Petite question. Oui. C'est quoi imprégnation éthylique? Éthylique. Éthylique, oui. Imprégnation éthylique. Je n'ai pas cherché dans le dictionnaire. Tu pourrais OK, dans le dictionnaire, moi, checking, faire oui. une petite ressource, recherche. D'après moi, ça veut dire que c'est les gens qui deviennent fous à cause de l'alcool. Imprégnation, ils sont tellement imprégnés d'alcool qu'ils deviennent sont plus là. Oui? Jocelyne, moi, je pense que, tu sais, quelqu'un qui est trop chaud, là, qui rentre à l'hôpital en coma éthylique, là, c'est les effets de l'alcool sur le corps. Oui, ça se peut que ce soit un coma éthylique qui va le dire, effectivement. OK. Oui. Ben, ça aurait du sens, hein? Oui, ça aurait du sens. Parce que le coma éthylique, on peut en mourir. Ah, OK. Ça doit être ça. Merci, Marie-Christine. Merci. Donc là, il dit dans l'autre paragraphe il admet qu'il était finalement battu. Le paragraphe suivant, il n'y a pas de mots pour décrire la solitude et le désespoir que j'ai vécu dans la mer noirceur de l'apitoiement. Là, ça, il est dans son bas fond, son bas fond, là. Je me sentais comme entourée de sable mouvant. J'avais trouvé un adversaire à ma mesure, j'étais vaincue. L'alcool était devenu mon maître. Donc là, il a fait sa première étape. Il a admis qu'il était impuissant devant l'alcool. Si l'alcool est mon maître, je suis impuissant devant l'alcool. OK? Oui. Là, il dit, lorsque j'ai quitté l'hôpital en tremblant, j'étais un homme brisé. La peur m'a empêché de boire un moment. Mais la peur ne te gardera pas abstinent. Mauvaise nouvelle, c'est pas la peur qui va te garder abstinent. Puis, le jour de l'armistice en 1934, l'insidieuse aberration de ce premier verre m'a repris et encore une fois, j'ai recommencé. Alors là, ça montre que même si tu as fait ta première étape, tu n'es pas garanti que tu vas... Dans le fond, la première étape, tout ce qu'elle te dit que tu es alcoolique et que tu es impuissant devant l'alcool. Si tu fais seulement ta première étape, cette étape-là te garantit que tu vas retourner boire. Parce que c'est ta condition alcoolique qui va te ramener à reprendre un premier verre. Donc, la première étape seule, c'est une prise de conscience, la première étape, mais c'est une prise de conscience qui ne peut pas seule te garder abstinent. OK? Donc, il dit qu'il a recommencé à boire. Tous s'étaient résignés et acceptaient l'éventualité certaine de mon internement ou de ma fin misérable, comme il fait noir avant l'aurore. En fait, je vivais le début de ma dernière débâcle. Donc, c'est là que, au paragraphe suivant, il y a une nouvelle histoire qui commence. Jusque-là, on a l'histoire de Bill qui boit. Comment ça chute dans l'alcoolisme, ça débarque vers l'alcoolisme, ça descend aux enfers de l'alcoolisme. À partir du paragraphe suivant, il reçoit un autre message, puis il commence à une autre histoire. Oui, Sylvie, tu as une question? Oui, Jocelyne, c'est ça, c'est pas une question, c'est plus comme, tu sais, souvent on entend dans les meetings, il a rechuté parce que sa première étape n'était pas faite. Dans le fond, c'est faux, parce que en réalité, c'est pas sa première étape qui n'est pas faite, c'est sa deuxième. Bon, ben, ça peut être vrai aussi. Si tu n'as pas fait ta première étape, tu vas avoir de la difficulté à passer aux autres étapes. Ouais, okay. Tu sais, comment tu vas pouvoir confier ta vie à Dieu si tu n'as pas reconnu que tu n'étais pas capable de la gérer? OK. Donc, il faut faire la première étape pour passer aux étapes 2 et 3. Mais même 1, 2, 3 ne te garantiront pas ton abstinence totale pour toujours. Parce que tu as besoin de faire un ménage dans ta vie. Et si tu ne le fais pas, tu as arrêté de boire, tu as confié ça à Dieu, mais tes malaises intérieurs, tes problèmes émotifs ne sont pas réglés. Tes problèmes, tu sais, que tu as vécu toutes sortes de choses depuis que tu étais enfant, puis tu as bien des choses que tu n'as pas digérées, puis qui sont accumulées à l'intérieur de toi. Et si tu ne fais pas le ménage de tout ça,
ça peut te ramener, ce bagage-là peut te ramener à l'alcool, même si tu as confié ta vie à Dieu. Parce que ça va devenir trop souffrant. Ça va devenir... Ceux qui font les étapes 1, 2, 3, puis qui restent là, moi, je les appelle des alcooliques secs. Puis je sais c'est quoi, parce que je l'ai fait pendant 3 ans. Mes 3 premières années d'alcoolique anonyme, j'ai juste fait mes 3 premières étapes. Puis j'étais sec. Je n'arrachais, tu sais. Puis c'était encore la faute des autres, puis les autres n'étaient pas corrects, puis bon, pauvre de moi. J'étais encore dans l'apitoiement, puis dans le ressentiment. Fait que je ne serais pas restée abstinente indéfiniment là-dessus, là. Je serais retournée à l'alcool si ça avait continué, tu sais. Là, j'ai fait une 4e étape, puis j'ai réalisé à quel point j'avais perdu ma vie. Puis là, j'ai vraiment confié ma vie à Dieu, puis j'ai fait un ménage après qui permet de rester abstinente. Ça va-tu? Oui. OK. Donc, il dit dans sa nouvelle histoire qui commence, un après-midi de la fin de novembre, il prenait un verre, puis il y a un de ses amis qui a appelé. Son ami, c'est Ebi Thatcher, Ebi T. E-B-B-Y. Il dit au paragraphe suivant, le téléphone a interrompu ma rêverie. D'une voix remplie de bonne humeur, un ancien camarade d'école me demandait s'il pouvait passer me voir. Il était à jeun. Là, il est surpris parce qu'il connaît Ebi, hein? C'est un de ses amis, il a brossé avec lui. Donc, il est surpris qu'il soit à jeun. Il dit, à la fin du paragraphe, il dit « Sa venue me semblait une oasis dans le triste désert de ma vie insignifiante. » Il reconnaît que sa vie n'a pas grand sens rendu là. Donc, quand la porte s'est ouverte, au paragraphe suivant, il dit il a trouvé quelque chose de particulier dans le regard. Il était différent, sans que je puisse expliquer comment. Que s'était-il passé? Tu veux-tu continuer un petit bout, Nicole? Lorsque la porte s'ouvre... Non, l'autre paragraphe. OK. Je lui ai tendu un verre, il a refusé. Déçu, mais curieux, je me demandais ce qui était arrivé à mon ami. Il n'était pas lui-même. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Il m'a regardé droit dans les yeux, simplement, mais en souriant, il m'a dit « J'ai trouvé la religion. » On va arrêter là un petit peu. Donc, il reconnaît qu'il a changé, son ami a changé. Il n'était pas lui-même. Il n'était pas lui-même parce qu'il y a eu un changement psychique. Un changement psychique, c'est un changement, d'ailleurs, dans l'opinion d'un médecin, il nous en parle, il dit, le docteur disait à page 31, en chiffre romain, hein, on a le sentiment que quelque chose au-delà de la force humaine est nécessaire pour produire le changement psychique essentiel. C'est un peu ça que je vous disais. Les étapes 1, 2, 3, tu as un changement, tu confies ta vie à Dieu. Tu essaies depuis à contrôler, là, puis bien souvent, c'est juste l'alcool. Moi, en tout cas, les premiers temps, les 3 premières années, c'est juste l'alcool que j'avais confié à Dieu. Mais pour avoir un changement psychique, ça prend plus que ces 3 premières étapes-là, ça prend le reste des étapes. Puis là, son ami, il a eu un changement psychique. C'est pour ça qu'il n'était plus lui-même, il n'était plus pareil à ce qu'il était avant. Quand il dit qu'il a trouvé la religion, dans le fond, il a trouvé Dieu. Eux autres, ils appelaient ça la religion dans ce temps-là, c'est le langage du temps. Puis il a trouvé ça, Ebi a trouvé ça auprès des groupes Oxford. Dans le temps, les groupes Oxford, c'était un groupe religieux qui n'était pas pour une religion en particulier. Les groupes Oxford, c'était les gens de toutes les religions pouvaient assister à ça. Et c'est de ce groupe-là que viennent nos 12 étapes. Eux, il y en avait 6, mais c'est nos 12. Bill, quand il a écrit le gros livre, il les a élaborés un petit peu plus. Mais au départ, c'était 6 étapes. Alors, Ebi avait fait ce travail-là, parce que quand il arrivait dans ces groupes-là, il faisait leurs étapes assez rapidement. Donc, c'est ça. Donc, Ebi a trouvé Dieu, ça a changé sa façon de voir les choses. Donc, un changement psychique, c'est changer sa façon de voir les choses. Tu veux-tu continuer les 2 autres paragraphes? Oui, mais il a parlé sans emphase, posément. L'autre, j'étais horrifiée. Ah, j'étais horrifiée, OK. J'étais horrifiée. C'était donc ça, l'été dernier, cinglé de l'alcool. Maintenant, j'en avais bien l'impression, cinglé de la religion.
Il y avait de l'émerveillement dans ses yeux. Mon ancien copain s'était bel et bien enflammé pour la religion, mais je voulais bien le laisser discourir. Et puis mon gin durerait plus longtemps que son sermon. Mais il a parlé sans emphase. Posément, il m'a raconté comment 2 hommes s'étaient présentés à la cour et avaient persuadé le juge de suspendre sa sentence d'internement. Mais ils avaient fait mention d'une idée simple fondée sur la religion et d'un programme d'action à mettre en pratique. Cela s'était produit 2 mois auparavant et le résultat était éloquent. Ça marchait. OK. Oui, c'est bon. Oh oui, tu peux lire l'autre paragraphe. Je vais commenter tout le coup. Oui. Il était venu me faire bénéficier de son expérience si je le désirais. J'étais renversée, mais la chose m'intéressait. Bien sûr qu'elle m'intéressait. Je ne pouvais faire autrement car je n'avais plus d'espoir. Mm-hmm. Donc, il voit bien le changement dans le premier paragraphe. Il dit qu'il y avait de l'émerveillement dans ses yeux. Moi aussi, dans Alcoolique Anonyme, c'est ce qui m'a attiré. En passant, on est rendu à la page 11 dans le gros livre. On vient de lire les 3-4 premiers paragraphes. Donc, il y avait de l'émerveillement dans les yeux. Puis, il a parlé de comment ça y était arrivé. Qu'il y a 2 hommes qui étaient venus à la cour pour l'aider, puis ces 2 hommes-là l'ont amené au groupe Oxford, parce qu'ils en faisaient partie, eux autres aussi, déjà. Donc, c'est ça. Bill parlait de... Pas Bill, Abby parle de la 2e étape, dans le fond. Puis, quand il dit une idée simple fondée sur la religion, c'est la 2e étape, que Dieu pouvait me rendre la raison. Puis le programme d'action à mettre en pratique, ce sont aujourd'hui nos étapes 3 à 12. OK? Donc, il était venu me faire bénéficier de son expérience, autrement dit, il a fait une 12e étape. Ouais. Donc, il dit qu'il a parlé pendant des heures. On ne lira pas ce paragraphe-là. On va aller à la page 12, le 3e paragraphe. J'avais toujours... je vais le lire un bout. J'avais toujours cru en une puissance supérieure, j'avais souvent réfléchi à ces choses, je n'étais pas athée. Peu de gens le sont réellement, car l'athéisme implique une foi aveugle dans l'hypothèse étrange que cet univers est sorti du néant et ne mène nulle part. Donc, il croyait en un esprit de l'univers. Plus loin, vers la fin du paragraphe, il en parle. Dans l'autre paragraphe, il dit, la 2e phrase, lorsqu'on me parlait d'un Dieu qui m'était personnel, d'un Dieu qui était amour, force surhumaine et guide, il devenait irrité et son esprit se fermait à pareille théorie. Il reconnaît au Christ la valeur d'un grand homme, puis son enseignement moral qui était excellent. Il dit, pour ma part, j'en avais retenu les principes qui me semblaient pratiques et qui n'étaient pas trop exigeants. Le reste, je l'écartais. C'est sûr, on pense qu'il fait notre affaire. Hein? Il fait ça dans haut aussi. Des fois, on prend ce qui fait ton affaire. Ben oui, c'est peut-être ce qui ne fait pas ton affaire que tu aurais besoin, par exemple. Ça, c'est autre chose. Tu sais? OK. On va aller à la page 13. Je ne lis pas tout, hein, parce qu'on ne sortira pas d'ici ce soir. Mais on va lire l'autre paragraphe. Mais mon ami, vas-y. OK. Mais mon ami qui restait assis devant moi a déclaré de but en blanc que Dieu avait fait pour lui ce qu'il n'avait jamais pu faire pour lui-même. Sa volonté d'humain avait échoué. La médecine l'avait déclaré irrécupérable. La société s'apprêtait à l'enfermer. Comme moi, il avait admis sa défaite totale. Puis il était littéralement ressuscité des morts, soudainement tiré des bas-fonds pour accéder à une vie meilleure que tout ce qu'il avait connu auparavant. C'est bien ça, hein? Oui, donc c'est ça. Il parle de la solution, la 2e étape encore. Dieu ne fait pas de toi ce que tu aurais pu faire pour toi-même. Oui. Il dit, cette force, le paragraphe suivant, il dit, cette force venait-elle de lui? Non. Il n'y avait pas en lui plus de force que je n'en avais en cette minute même, c'est-à-dire aucune. Donc, dans le paragraphe suivant, il nous dit que son opinion sur les miracles a changé sur le champ.
Moi aussi, c'est quand je suis arrivée à Alcooliques Anonymes puis que j'ai vu des gens qui avaient l'air heureux, sans alcool. Pour moi, c'était un miracle, ça. Puis j'ai voulu avoir ça aussi. Elle dit à l'autre paragraphe plus loin que son ami avait fait plus que mettre de l'ordre dans sa vie intérieure. Il évoluait sur une base différente parce que il a dû confier sa vie à Dieu. Il dit, malgré cette preuve vivante, des restes de vieux préjugés persistaient dans mon esprit. Bon, et mon Dieu soulevait encore une certaine antipathie. Le concept lui déplaisait. Alors, à page 14, le deuxième paragraphe, il dit, mon ami m'a fait une suggestion qui m'a semblé nouvelle. Pourquoi ne choisis-tu pas ta propre conception de Dieu? Donc, ça, c'était, dans le fond, dans les groupes Oxford, on parlait de ça aussi, là, de choisir. Tu peux, si le mot Dieu t'achète, tu peux choisir ta propre conception de Dieu. Donc, il dit, sa proposition m'a ébranlé. J'ai senti fondre la montagne de glace des préjugés intellectuels dans l'ombre desquels j'avais vécu et tremblé pendant des années. En fait, je retrouvais la lumière du soleil. Tu veux-tu lire l'autre paragraphe? Oui. Il suffisait que j'accepte de croire en une puissance supérieure à moi-même. Je n'avais rien de plus à faire pour commencer. J'ai vu que ce pouvait être le point de départ de la croissance. En adoptant une attitude de complète bonne volonté, je pourrais connaître le changement que je constatais chez mon ami. Pourrais-je y parvenir? Bien sûr. C'est ça. Donc, pour la deuxième étape, ce qu'il nous dit, c'est qu'il suffit de croire, d'accepter de croire en une puissance supérieure à moi-même, peu importe comment je l'appelle, puis peu importe comment je la définis, ça n'a pas d'importance. Donc, aussi, j'ai besoin d'adopter une position de complète bonne volonté. En anglais, il parle de willingness, la bonne volonté d'aller plus loin puis de faire ce qu'il faut. OK? Donc, il a compris, mais après la visite, là, Abby est parti. Puis après la visite d'Abby, il a continué à boire pendant un petit bout de temps. Il est rentré à l'hôpital à la page fin 14 ou début 15, selon votre version. Et puis à l'hôpital, on m'a éloigné de l'alcool pour la dernière fois. Donc ça, la date de sobriété, je vous le disais tout à l'heure, c'est le 11 décembre 1934. Le traitement semblait indiquer que quand je montrais des signes de délirium tremens. Et là, il est à l'hôpital. Il était à l'hôpital peut-être 7 à 10 jours, je ne sais pas exactement. Je pourrais peut-être le savoir, mais je vous dirai ça peut-être une autre fois. Il dit, il a fait ses étapes pendant qu'il était à l'hôpital. Il dit, puis, donc pendant qu'il était à l'hôpital, je me suis humblement offert à Dieu tel que je le concevais. C'est quelle étape? La troisième. Troisième. Lui demandant de disposer de moi comme il l'entendait. Je me suis confiée à lui sans réserve pour qu'il me guide et me protège. Pour la première fois, j'ai admis que seul je n'étais rien, que sans lui, j'étais perdu. Ça revient à sa première étape. OK? Seul, je ne suis pas capable. Mon Dieu aide-moi. Sans me ménager, j'ai regardé mes fautes en face. Quelle étape? 4. Quatrième. Et consenti à ce que mon tout nouvel ami les extirpe. Ça, c'est les étapes 6 et 7. Confier à Dieu mes défauts, puis demander de me les enlever. Depuis lors, je n'ai plus pris un verre. Mon ancien camarade de classe est venu me voir, Abby, et je lui ai fait part de tous mes problèmes et de tous mes défauts. Quelle étape? Nous avons encore un autre être humain, le cinquième. Cinquième. Nous avons dressé la liste des personnes à qui j'avais causé du tort ou envers qui je nourrissais du ressentiment. Quelle étape? 8. La quatrième. Quatrième. Oh, OK, excusez. Dans la quatrième, je fais la liste de mes torts, je fais la liste de mes ressentiments. Ah oui, c'est vrai. Je me suis montrée entièrement disposée à rencontrer ces personnes et à admettre mes torts sans jamais les juger. OK. C'est la 8e. OK. J'allais redresser tous les torts causés du mieux que je le pouvais. Donc ça, c'est pour la 9e étape future. Il ne l'a pas fait à l'hôpital, celle-là. OK.
Il dit, je devais mettre à l'épreuve ma nouvelle conscience de la présence de Dieu en moi. Le bon sens serait le contraire de ce qu'il avait été jusqu'à présent. Dans le doute, je devrais m'asseoir tranquille et demander seulement qu'elle me soit donnée la force et la lumière pour régler mes problèmes de la façon dont il le voulait. Quelle étape? La 11e. Oui, 11e étape. Jamais je ne devais prier pour moi-même, sauf pour demander de devenir plus utile aux autres. Ainsi seulement pouvais-je espérer être exaucé. Et dans ce cas, je devais l'être abondamment. Mon ami m'a promis que lorsque j'aurais fait ces démarches, je vivrais un nouveau genre de relation avec mon Créateur, que j'aurais en main les éléments d'un mode de vie qui apporterait la solution à tous mes problèmes. Ça, c'est la promesse du mode de vie. Le mode de vie me promet que je vais avoir en main tous les éléments pour un mode de vie qui va m'apporter la solution à tous mes problèmes. Et dans mon expérience, c'est vrai. Moi, j'ai eu quelques problèmes dans ma vie. Depuis que je suis arrêtée de boire, ça fait 41 ans. J'ai passé à travers beaucoup de choses. Incluant, je me suis ramassée en psychiatrie à un moment donné. J'ai fait faillite à un moment donné. Une dépression une autre fois, la dépendance affective, la maladie, un cancer, après ça, le décès de mes proches. Avec ce mode de vie-là, on peut passer à travers tout ça. Parce que même quand tu arrêtes de boire, la vie continue. Alors, si tu n'as pas ce mode de vie-là, tout le mode de vie, parce que le mode de vie, c'est 12 étapes, puis il n'y en a pas une de facultative. Alors, si tu as ce mode de vie-là, si tu le mets en pratique, face à l'alcool, tu vas pouvoir le mettre en pratique dans d'autres domaines. J'ai pu arrêter de fumer avec ça aussi. J'ai pu faire face à la dépendance affective avec le mode de vie, puis plein d'autres problèmes, comme je vous disais. Donc, ça marche, ça marche. Essentiellement, il dit, il suffisait de croire en la puissance de Dieu et de se montrer disposé, en toute humilité, en toute honnêteté, à établir et à maintenir ce nouvel ordre des choses. C'est bien sûr que j'ai besoin de guérir pour faire face à tout dans ma vie. J'ai besoin de rester en bonne forme spirituelle. Ça n'a pas été toujours parfait à 100%, loin de là, mais j'ai ce qu'il faut pour m'en sortir. OK, là, on est rendu à la page 16. Il dit, c'était simple, mais pas facile. Il fallait y mettre le prix. Cela signifiait l'anéantissement de mon égocentrisme. Je devais m'en remettre en toute chose au Père de lumière qui règne sur nous tous. Alors ça, ce sont les étapes qu'il a faites à l'hôpital. Et le résultat qu'il y a eu, tu veux-tu lire le paragraphe suivant, s'il te plaît, Nicole? Oui, bien sûr. Sa proposition était radicale et révolutionnaire, mais à partir du moment où je les ai acceptées, l'effet a été électrisant. J'ai éprouvé une impression de victoire suivie d'une sensation de paix et de sérénité que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'étais pleinement confiant, je me sentais transporté comme si le grand vent frais des cimes avait soufflé à travers moi. La plupart du temps, Dieu vient aux hommes graduellement, mais dans mon cas, la rencontre a été soudaine et profonde. Pendant... Excuse, Oui. c'est beau. Alors là, Bill a vécu ce qu'on appelle une expérience spirituelle profonde après avoir fait ces étapes. Donc, ça ne se produit pas de même pour tout le monde. Moi, ça n'a pas été ça. C'est venu tranquillement. Mais il y en a que ça vient d'une façon soudaine. Et il a été chanceux. Il a pu vivre ça dès le début, après avoir fait ces étapes. Donc, après ça, on voit à la page 16 à la fin, ou au début de la page 17, mon ami avait insisté sur l'absolue nécessité. Veux-tu me lire ce paragraphe-là? Oui, mon ami avait insisté sur l'absolue nécessité de mettre les principes qu'il m'avait enseignés en pratique dans tous les domaines de ma vie. Il était particulièrement important que je m'occupe des autres de la même façon que mon ami l'avait fait pour moi. La foi sans les œuvres est une foi morte, disait-il.
et c'est particulièrement vrai pour un alcoolique. Car si un alcoolique néglige d'enrichir et de perfectionner sa vie spirituelle par son action auprès des autres et par le don de soi, il ne pourra pas survivre aux épreuves et aux dépressions qui le guettent. S'il ne se tenait pas ainsi occupé, l'alcoolique boirait sûrement de nouveau et s'il buvait, il mourrait sûrement. Alors la foi serait morte en effet. C'est ainsi que nous voyons les choses. Mhm. Donc là, son ami lui dit qu'il a besoin de transmettre le message. Donc, la 12e étape, de faire la 12e étape, de s'occuper des autres de la même façon que lui l'avait fait pour lui. Donc, c'est ça. Quand il dit la foi sans les œuvres, c'est l'action auprès des autres alcooliques, qui veut dire dans ce cas-là. Okay? Oui. Donc, c'est ça. Donc, il a adhéré à ces idées-là. Il a adhéré au groupe Oxford. Dans le temps, il a fréquenté les groupes Oxford. C'est vrai, je vous dis, je ne sais pas combien de temps il était resté à l'hôpital. Je sais, j'ai une petite note qui dit qu'il est sorti de l'hôpital le 18. Il est rentré le 11, puis il est sorti le 18. Donc, il a été 7 jours à l'hôpital, puis il a fait ses étapes en 7 jours. Les 6 premières étapes, là, les 6 étapes qu'il y avait dans le groupe Oxford. 6, 7, oui, les 6 étapes, oui, mais ce qui correspond aujourd'hui à nos... il y a juste l'étape 9 et 12 qu'il n'avait pas faites. Okay. 9, 10, oui, il a peut-être commencé sa 10e, son inventaire quotidien. La 11e, il a commencé à méditer, il a fait une expérience spirituelle. Donc, il n'a pas fait la 9e puis la 12e. Okay. Donc, il a adhéré à ça, il a adhéré au groupe Oxford. Puis, il dit dans le paragraphe suivant qu'il ne se sentait pas très bien à ce moment-là, dans le milieu du paragraphe, puis il était tourmenté par des accès d'apitoiement et de ressentiment. Donc, ça n'a pas réglé tout d'un coup sec, là. Ces sentiments ont parfois failli me ramener à l'alcool, mais j'ai vite compris que là où toutes les autres méthodes avaient échoué, l'action auprès d'un autre alcoolique sauvait la situation. Peu importe que l'alcoolique se rétablisse ou pas, essayer d'aider un autre alcoolique, ça marche, qui arrête de boire ou pas. Il m'est souvent arrivé de retourner désespéré à l'hôpital où j'avais été soignée. Là, de parler à un malade me remontait de façon étonnante et je repartais ragaillardi. Ce mode de vie donne des résultats dans les moments difficiles. Donc, c'est ça. Ensuite, à partir de là, le reste du chapitre, il nous parle de la fraternité dans l'Alcoolique Anonyme. Dans ce temps-là, ça ne s'appelait pas Alcoolique Anonyme. Comme je vous le disais dans les débuts, c'était les groupes Oxford, puis il faisait partie des groupes Oxford. Il dit rapidement, nous avons commencé à nous faire des amis. Il y a un lien fraternel auquel il fait bon appartenir, c'est ici entre nous. La joie. Donc, il nous parle des résultats du mode de vie et de la fraternité. La joie de vivre nous habite vraiment, même dans les situations de tension ou de difficulté. J'ai vu des centaines de familles s'engager sur des voies prometteuses. J'ai vu les pires situations familiales redressées, des querelles et des rancunes de toutes sortes effacées. J'ai vu des hommes sortir de l'asile, reprendre une place capitale dans la vie de leur famille et de leur communauté. J'ai vu des membres de professions libérales et des hommes d'affaires retrouver leur rang social. Il n'y a quasiment aucune forme de problème ou de misère qui n'ait été surmontée par nos membres. C'est-tu des belles promesses, ça? Oui. Donc, c'est ça. Il nous parle un peu moi, je ne lirai pas la suite, là. Il nous dit cependant, au 3e paragraphe, nous nous amusons aussi énormément. C'est encore vrai aujourd'hui. Oui. Alors, ça termine ce chapitre-là. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, moi j'en ai un, Jocelyne. Oui, Suzanne. Bonjour. Ben c'est ça, j'ai fait l'exercice que tu avais suggéré de prendre l'histoire de Bill et de voir les similitudes, là, tu sais, puis j'ai été vraiment étonnée de relire avec cette pensée-là. Là. J'ai pris plein de notes là, tu sais, sur les endroits là, que je m'identifie à lui, chose que je n'avais pas fait là, juste en lisant avant. Là, ça m'a vraiment... c'est comme ça a été comme plus une étude dans le fond. Là. J'ai bien aimé faire ça, en tout cas. Oui.
Ben oui, c'est ça. Moi aussi, c'est quand je l'ai relu avec cette idée-là en tête, essayer de trouver les similitudes, là, ça a vraiment aidé. Ouais. Il y en a d'autres que ça a aidé, qui l'ont fait. Levez la main s'il y en a d'autres qui l'ont fait et que ça l'a aidé. Ouais. Oui. Moi aussi, comme je disais au début, Mhm. tu sais, je l'avais lu l'année passée quand j'ai joint le mouvement, mais tu sais, je l'avais lu juste pour le lire. Mais là, avec l'idée de me trouver des points, j'en ai trouvé plus qu'un. Mhm. OK. Ouais. C'est bon. Le mal-être, tu sais, que tu peux pas t'en passer, puis tu dis que tu es tanné, mais t'en prends pareil. Mhm. Tu sais, j'ai été Ouais. chanceuse, j'ai jamais été hospitalisée, mais j'aurais pu me rendre là pareil, là, parce que moi, v'là un an, je voulais m'enlever la vie, fait que Mhm. je serais pas ici, là, tu sais, fait que, Mhm. Oui. OK. Merci, Nicole. ouais. Quelqu'un d'autre? OK. Oui, Liliane, tu voulais-tu parler? Je sais qu'elle parle tout le temps. Hein. Ah, ben vas-y. Ouais, moi, je me suis identifié beaucoup avant d'arrêter de boire, parce que j'ai fait des rechutes. Puis c'était exactement ce que lui parle, comme les remords, puis ci, puis ça. Puis maintenant, j'ai fait une hépatite alcoolique. Ma fille avait 14 ans. J'ai pensé à ça aujourd'hui, c'était drôle. Puis j'ai dit, là, ma petite fille, là, ta main, si elle boit un autre verre, elle meurt. Parle d'une affaire à dire à un enfant de 14 ans, toi. Penses-tu que j'ai arrêté de boire? Non. Non. J'aurais pu me faire une trappe, là. Hein? Mais tu sais, j'étais sûr qu'avec cette expérience-là, que j'arrêterais. Mhm. Non. Non. C'est ça. C'est vraiment quelque chose. Oui. Puis on n'arrête pas. Mais souvent, c'est parce qu'on n'a pas rencontré encore la solution. Tu sais, on a fait notre première étape, admis que tu étais impuissant devant l'alcool, que tu ne peux pas t'en sortir tout seul, tu ne peux pas t'en sortir, mais tu n'as pas la solution. La solution, c'est le mode de vie. Alors, tant que tu n'as pas la définition du problème et de un, et de deux, la solution, tu ne peux pas t'en sortir. Mhm. Fait que là, c'est pour ça que dans le chapitre suivant, ça s'appelle « Il y a une solution ». Alors, comme... t'avais-tu fini, Liliane, excuse? Ben, tu sais, après ça, j'ai arrêté de boire. Mais un peu comme Bill, Dieu, je voulais rien savoir. Ça a été long. 2 ans. Oui. Mais ça aujourd'hui 34 ans que j'ai arrêté. Ben oui, ça marche quand on prend la méthode. Merci, Liliane. OK, donc le devoir pour cette semaine, ça serait de lire le chapitre « Il y a une solution » et aussi l'appendice 2, qui s'appelle « L'expérience spirituelle ». Les deux vont ensemble. Et je vous invite à noter comment vous vous reconnaissez là-dedans aussi, et aussi si vous avez des réticences ou des questions par rapport au texte. OK? Attendez un petit peu, j'avais une petite phrase, là, je serais rendue à l'expression dans l'alcoolique anonyme qu'on entend, et qui n'est pas nécessairement vraie ou pas totalement vraie. Celle que j'ai retenue, c'est « pense avant de boire ». Vous avez déjà entendu celle-là? Pense avant de boire. Appel à offre. Ouais. Ah, ben oui. Ouais. Pense avant de boire. Mais dans le gros livre, à la page 27, ils disent que notre prétendue volonté n'existe à peu près plus. D'ailleurs, Bill le dit aussi. Nous sommes sans défense devant le premier verre. Alors, j'aurais beau penser, tu sais, si l'obsession me revient, moi, je sais que je ne peux pas combattre l'obsession bien longtemps. Depuis que j'ai perdu l'obsession, ça a pris 8 mois. Heureusement que j'avais quand même une puissance supérieure et que je me demandais quand ça venait, là, mais je n'aurais pas pu toffer bien longtemps avec ça. Après ça, ça m'est venu une obsession, j'avais 2 ans. Puis, il a fallu que je laisse... j'étais à une table, puis on m'avait mis... il y avait un verre devant moi, puis quelqu'un avait mis du vin. La waitress avait mis du vin. Puis là, j'ai été obsédée. Puis, je suis sortie de table, j'ai été appelée ma marraine.
Puis elle l'a aidé à me ramener, puis à dire, ben là, t'as une puissance supérieure, serre-toi-en. Fait que ce que j'ai fait, puis ça a passé. Mais tout seul, j'aurais pas été capable de combattre l'obsession. Alors, c'est pour ça que pense avant de boire, c'est pas faux de le dire, là. C'est pas ça que je dis. Je dis que c'est pas suffisant pour une sobriété à long terme. Tu peux pas rester juste sur pense avant de boire.